Salut l'équipe. Quand on est gamin et qu'on regarde la NBA, on se dit toujours, tiens, j'aimerais bien voir le jump de Zach LaVine, le tir de Steph Curry, le handle de Kyrie Irving, la puissance de LeBron James ou la meuf de Dwayne Wade. Mais jamais on se dit, tiens, j'aimerais bien voir les fondamentaux de Nikola Jokic. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il faut à tout basketteur en herbe. D'ailleurs, de l'herbe, j'espère que les Minnesota Timberwolves en fument énormément en ce moment pour essayer de comprendre ce qui se passe depuis 3 matchs. Sans émotion ou presque, Nikola Jokic a mis tous les fans NBA à ses pieds. Ave Nico, ceux qui doutaient encore de toi, te saluent. Et tel Guillaume le Conquérant, Nikola Jokic a agrandi son royaume match après match dans les discussions des plus grands joueurs ayant joué à ce sport. Un 3e titre de MVP, des perfs all-time en play-off face à un défenseur all-time et un back-to-back qui semble lui tendre les bras. En ce moment, franchement, à part les supporters du Real, je vois pas qui a une meilleure vie. À même pas 30 ans, Jokic déboule aussi donc logiquement dans la discussion des plus grands pivots de tous les temps, comme si de rien n'était. Ça va Karim, bien ou quoi? La forme, le Shaq? Oh Hakim, je t'avais pas vu au fond. Excusez-moi les gars, vous avez un endroit où je peux garer mon cheval? Nul doute que Nikola Jokic appartient donc déjà au plus grand pivot de l'histoire. Maintenant, reste à savoir à quelle place il finira. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show et c'est bientôt d'ailleurs la fin de saison pour le First Day Show. Il doit rester à peu près 2-3 émissions, pas plus avant de se plonger comme chaque année dans les finales NBA. Donc il va falloir être très bon, si vous l'avez compris, c'est la dernière ligne droite, soyons bons, soyons beaux, soyons forts, comme mes deux amis, mes deux copains dans le canapé, Thomas et Arthur. Ça va les garçons? Ça va super, on passe du Sénégal à Paris, hop, en claquant des doigts et mon Arthur est toujours avec moi, je suis ravi. Ça va mon tuture? Ça va et vous les gars? C'est vrai qu'on s'est pas vu depuis le Sénégal. Non, c'est pas vu. Enfin, c'est moi je t'ai vu cette semaine parce que tu m'as mis une petite séance où d'ailleurs j'ai encore des courbatures au bœuf et je marche comme Omar Da Fonseca, mais ça n'a rien à voir avec mon problème de hanche. C'est à cause de toi qu'hier au basket il était en difficulté genre. On a été light en plus. Ouais, mais ton light n'est plus mon light. Voilà mon futur. Ton light n'est plus bien retour compliqué du Sénégal hein. Ouais. Bah écoute, Air Sénégal c'est pas le top du top. On est resté 14 heures de retard, mais bon, on est bien arrivé, c'est le plus important. Oh vache. Vous savez, aujourd'hui, c'est la liste des Bleus, filles et garçons pour les JO. Donc ça se passera au moment où vous regardez certainement sur l'équipe. Et nous, on vous a mis un lien que vous pourrez retrouver dans la description pour faire vos 12 pour les JO. On adore faire ça, donc n'hésitez pas à aller sur ce lien qui est dans la description et nous donner vos 12 pour l'équipe de France. Nous on a donné les nôtres. C'est pas simple, hein. Non, c'est pas simple. C'est vrai qu'on parle d'un groupe de 18. Tout le monde a sa chance. Ça va être cool. On fera une émission, je pense lundi. On en fera une émission. On en parlera lundi dans les montagnes. Clairement. Lundi, on fera un gros segment équipe de France. En plus, Nico Batum est chaud de venir nous parler. Alors, est-ce qu'il va parler des Bleus? C'est un peu titulaire ou pas, Nico? Est-ce qu'il nous donnera son avis sur Tom Hurtel qui lui s'est tombé aujourd'hui, ne sera définitivement plus avec les Bleus. Bon, voilà, vous le savez, mais ça fait toujours un petit peu chier. Voilà. Dimanche, si vous le savez, chaque dimanche midi, c'est le rendez-vous des interviews. Cette semaine, on a la chance de vous proposer Liu Holding. On se souvient de Liu Holding, le joueur des Knicks, le joueur des Bulls, pardon, coéquipier de Joachim Noah, soldat de Tom Thibodeau. Liu Holding, 5 franchises, tu peux me les donner rapidos? Ouh, pas mal. Les Knicks, les Lakers, non, surtout pas, les Bulls, les Lakers. Wow, 5 franchises, pas simple, hein. Non, j'en ai pas d'autres, tu vois, toi? Bon, on l'a fait tout à l'heure. Ah, on l'a fait tout à l'heure. Wow, non, très dur. Chicago, oui. Cleveland, Miami, Lakers, Minnesota. Pas cadeau. Minnesota, je l'avais en fait avec le recul, mais je l'ai pas dit, donc ça marche pas. Mais t'as pas Bravo, dit surtout, tu as été bien bidon. Ah, j'étais bidon, 2 sur 5, c'est pas beau. Allez. Thomas, on parle du Sénégal, on va boucler la boucle, puisque justement, on est parti là-bas avec le groupe Ilios. Ouais. Et t'avais un message à nous dire. Ouais, absolument. Bah, du coup, on a profité ensemble de ce super voyage au Sénégal, on a découvert la BL, l'engouement sur place, on a surtout été accueillis de manière parfaite par Pathé Diallo et son groupe Ilios. Ils ont pris le temps de nous faire voyager, de nous faire découvrir aussi leur business, et c'était important aussi pour nous de vous transmettre les valeurs et tout ce qu'il y a de bien aussi en Afrique, et voilà à quoi ça ressemble le groupe Ilios et ce qu'on a vécu là-bas. Toutes les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier en Afrique, de manière sécurisée avec la transparence qu'on propose, ça parle à toute personne. On a toutes les nationalités dans notre base de données. Donc on a les expats, on a les gens d'origine africaine, on a des locaux. Et toute personne, je dirais, qui souhaite investir dans l'immobilier de manière transparente et sereine, peuvent investir chez Ilios. Donc les gens qui nous ont rejoints, on a beaucoup d'anciens sportifs et des sportifs actuels, notamment des footballeurs. Et moi, en tant qu'ancien basketteur, ce serait avec grand plaisir aussi de travailler avec des sportifs. Ils ont la possibilité d'investir, ils sont souvent très accompagnés. Et l'idée, c'est que les anciens sportifs qu'on a et les sportifs actuels, on sait que eux, diversifier, ça les intéresse. Donc nous, on est vraiment très enclin de travailler avec des sportifs de haut niveau.
parce qu'on a le même discours et j'ai fait du sport, ils sont très pragmatiques, on parle le même langage et ça va très très vite. Bon, je sais qu'investir en Afrique, ça peut faire peur, mais l'idée pour nous, c'est vraiment qu'on puisse aider et accompagner toutes les personnes qui souhaitent investir avec nous parce qu'on a même livré cet immeuble en 17 mois avec 7 mois d'avance sur le planning. Et on essaie vraiment d'être la bonne personne pour investir ici en Afrique. Ouais, du coup, Pathé, pour tous ceux Pathé, du coup, qui est ancien basketteur, hein, avec qui on a eu le temps de discuter. On n'a pas eu l'occasion de jouer les uns contre les autres. Il a les genoux un peu fatigués, nous. Ouais, il s'est fait les croiser, lui aussi, tu connais. Pour tous ceux qui ont envie de partir en vacances au Sénégal, tous ceux qui ont envie de diversifier leur portefeuille, qui ont des envies d'investissement sur d'autres continents, eh bien, ça se passe via le groupe Ilios. Vous vous renseignez auprès de Pathé sur les différents réseaux sociaux, et puis voilà, vous prenez contact facilement avec lui. Parfait. Pour tous ceux qui veulent connaître les news et ce qui se passe en NBA, ça se passe dans le First du Show. On va regarder le sommaire de l'émission. Comme d'habitude, on va aller dans les news. On reviendra sur la série entre les Cavs et les Celtics. Feu la série, parce que la série est terminée. Et on reviendra aussi dans les news sur les Knicks et les Pacers, où là, la série continue. On fera un grand débat sur la série entre le Thunder et les Mavs. Et les Mavs ont repris le contrôle de la série de plutôt belle manière. Et puis on finira avec une magnifique palette sur les Nuggets et les Timberwolves et sur la défense autour d'Anthony Edwards. Et là, Comment stopper Anthony Edwards? Et j'ai l'impression qu'ils ont trouvé qu'ils ont avancé quelques billes. Bravo à Mike Malone, en tout cas, mais là encore, la série n'est pas finie et on finira avec le quiz. Et si vous savez qu'Arthur est là, vous savez qu'au moins ça va y avoir un petit Kelfac. Ah ouais. On imagine. J'espère mais Tom Servino est un homme plein de surprises. Franchement, si tu gagnes le quiz aujourd'hui, c'est vraiment que Dieu n'existe pas, parce que... Ah bon, ok, très bien, j'y penserai alors. Réfléchis bien, c'est les news. Les Celtics sont les premiers qualifiés pour les finales de conférence, toutes conférences confondues. C'est la 5e fois depuis 2017 que les Celtics vont en finale de conférence. De belle régularité. Honnêtement, les gars, on va pas se mentir sur cette série. Les Celtics, malgré l'absence de Porzingis, ils ont grave fait le taf. Ils se sont fait un petit peu peur à domicile. Comme chaque fois, on a l'impression qu'ils ont besoin d'une petite piqûre de rappel, puis derrière, ils ont enchaîné 3 succès faciles. Côté Cleveland, on peut dire que les blessés, les absents, on leur a fait un tort irréparable. Ouais, absolument. Bon, c'était attendu. Les Celtics ont l'espoir d'aller en finale NBA et de gagner le championnat. On se pose tous la question de comment vont-ils parvenir à aller en finale, dans la manière, dans le contenu. L'essentiel, c'est de gagner des matchs, quelle que soit la manière. C'est aussi ça qu'on peut raconter dans cette conférence Est. C'est la meilleure équipe de loin, on l'a vu pendant la série, et qu'à partir du moment où ils sont connectés tous, qui sont dans leur projet collectif défensivement, qui sont en place, etc. Franchement, il y a absolument rien à dire. Il y a un vrai écart avec cette équipe des Cavs, en plus qui était démunie. Donc, qualification logique, franchement, des Celtics. Futur, ça cruise ces playoffs pour Boston. Pour l'instant, pas vraiment de vrais problèmes, malgré 2 défaites à domicile quand même. Ouais, 2 défaites à domicile. Après, ça reste. Je trouve que c'est pas grand-chose. Ils traversent. Ils sont premiers assez largement, donc ils auront l'avantage du terrain jusqu'au bout. L'opposition, Cleveland, ils ont passé un cap. J'ai l'impression qu'ils avaient déjà réussi leur saison en allant un peu plus loin que l'année dernière. En plus, ils ont des blessés, donc bon, c'est allé tranquillement. Je pense que même la finale de conférence, imaginons que ça soit New York. Ou Indiana, en vrai, on pourrait dire la même chose. Ou Indiana, ça va leur poser quelques problèmes, mais bon, ils sont un grandissimes favoris. Voilà, ils sont grandissimes. Voilà, exactement, ils sont grandissime favoris. En plus, ça leur laisse du temps de guérir un petit peu les bobos. Donc, eux, là où on les attend, de toute manière, c'est sur la finale NBA et on attend des grandes perfs individuelles de leurs stars parce que même s'ils ont eu des hauts et des bas, je pense notamment à Jason Tatum en termes d'adresse, en termes de régularité, en termes de points marqués, etc. On a toujours ce petit doute sur sa capacité à pouvoir le faire au plus haut niveau. On se rappelle les finales de 2022, donc ça va être un petit peu le grand test, mais pour l'instant, tranquille pour eux, tant mieux. Ils ont fait le taf en tout cas, le duo Jalen Brown et Jason Tatum, on le voit là avec des stats. Voilà, ils ont cruisé aussi. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Cleveland, puisque c'est sûrement la fin de quelque chose. Donovan Mitchell a de grandes chances de partir. On sait que les Lakers sont très chauds dessus. Pourtant, ils font une meilleure saison que l'année dernière. Ils passent un tour de playoff, mais on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas pris. Il va y avoir beaucoup de changements. Il y a aussi beaucoup de déceptions. Je pense à Darius Garland, qui est un joueur qu'on aime beaucoup, mais qui j'ai trouvé un petit peu à la peine sur ces playoffs-là. Il y a quelque chose qui ne fit plus, qui ne marche plus côté Cleveland, et il pourrait y avoir beaucoup de changements cet été, Tutur. Moi, c'est une franchise, vous savez, que je regarde depuis longtemps. Je pense qu'il y avait beaucoup de motifs d'espoir au début de la saison. T'as une star qui est établie, t'as des joueurs qui sont autour contractuellement, c'est plutôt pas mal. Ils ont un bon public, ils étaient plutôt bien classés. Mais en fait, on s'est rendu compte que les gens avaient du mal, beaucoup de joueurs
joueurs avaient du mal à trouver leur espace. Et en fait, ce qui caractérise tout ça, c'est Garland et Donovan Mitchell, entre les blessures pour les uns et pour les autres, ils ont jamais réussi tous les deux à être hyper performants. Et quand il y en avait un qui était blessé, on donnait tout de suite beaucoup plus de pouvoir à des joueurs comme Caris LeVert qui fait les montagnes russes. Lui, c'est un truc de fou. À l'intérieur, avec Jarrett Allen et avec Evan Mobley, on sait pas comment est-ce que ça se passe. Il y a un espèce de petit problème de hiérarchie. Evan Mobley, est-ce qu'on le prend vraiment comme un gros défenseur ou est-ce qu'il est capable de mettre des points? Et en fait, il y a énormément de questions. Et je trouve aussi que ce qui cristallise un petit peu tout ça, c'est le coach Jimmy Bickerstaff. Je trouve que c'est un des pires coachs NBA. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a peut-être un petit peu sauvé sa tête en passant un tour, parce qu'au final, on leur demandait de progresser. Et contrat est rempli, quoi. Contrat est rempli. Ouais, mais contrat est rempli. C'est toujours dans les lectures, c'est quand même toujours aussi intéressant de voir, oui, factuellement, tu progresses par rapport à l'année dernière, mais la vision qu'on a générale du truc, c'est que ça marche pas. C'est qu'Evan Mobley, cette année, c'est décevant, qu'il y a des joueurs qui ne répondent plus aux attentes, et forcément, on va se tourner vers le coach, parce qu'Evan Mobley, c'est un jeune joueur, Garland aussi. Tu vas pas tout de suite les envoyer dans les trades. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Bah, moi, je nous trouve dur avec ces Cavs parce que ils font une super saison régulière. Malgré les blessures, Garland et Mobley ont été absents longtemps, et que tu joues une série de playoffs où en fait t'as pas tes mecs. Donc comment tu fais une lecture sur une équipe qui arrive en playoffs, qui progresse par rapport à l'année dernière où ils ont été minables contre les Knicks, où les gars ne sont pas là. T'as pas ton meilleur joueur sur les 2 derniers matchs, t'as pas Jarrett Allen qui est All-Star. Enfin, moi je pense que comme toi que JB Bickerstaff est le fusible assez facile et il faut absolument aller chercher un coach avec du tempérament qui va mettre un projet de jeu, etc. Je pense surtout qu'ils ont perdu une année là. Ils ont dû faire l'année dernière. Parce que là, Donovan Mitchell, s'il ne prolonge pas aux Cavs, ils seront obligés de le trade. Donc, quand tu dis, c'est peut-être la fin d'un projet, ouais, t'as raison, ça dépendra seulement de la décision de Donovan Mitchell de prolonger en prenant un maximum d'oseille ou en voulant aller dans un gros marché. On sait qu'il vient de New York, on sait qu'il rêve de Los Angeles. Donc, voilà, il est là le gros souci de cette équipe des Cavs, c'est qu'ils ont joué sans le meilleur star. Comment tu fais une lecture là-dessus? Comment tu fais une Caris lecture? LeVert aussi, qui a pas joué le match 5. Tout à fait. Mais tu vois, c'est horrible. On est d'accord, la big picture, ils ont aucune chance de gagner en l'état, bla. Ça reste une très très bonne équipe de la conférence Est. Donc ça reste positif par rapport, c'est la meilleure équipe sans LeBron, des 3 dernières années, Ils sont dans un entre-deux, même plus un entre-deux vers le haut que le bas, mais pour moi, ils sont dans un entre-deux. Cette année, la saison d'Evan Mobley, malgré les blessures, il a pas l'évolution qu'il doit avoir. Et pour moi, c'est des mecs à qui il faut mettre des coachs charismatiques. On l'a dit. On verra. Je suis d'accord avec toi, mais Evan Mobley, franchement, sa saison, elle est trop dure à lire parce que, évidemment, on a nos 2 arrières qui sont superstars et qu'on attend au scoring de manière hyper importante. Mais du coup, t'es forcément cantonné à avoir un rôle beaucoup plus défensif lorsqu'il est sur le terrain. Et je pense que les deux, ils le voient comme ça quand il est sur le terrain, un petit peu comme Donovan Mitchell à l'époque avec Gobert, quand il y avait le débat sur le fait qu'il n'ait pas de ballon pendant les playoffs, etc. Je pense ça. Et sauf que Evan Mobley, on s'est aperçu que, à travers certains matchs, notamment le match de cette nuit, il est capable de faire des cartons offensifs. Evan Mobley, on le comparait plus à Tim Duncan qu'à Rudy Gobert. Alors, je te parle pas de ça. Je te parle dans la gestion de Donovan Mitchell sur la relation avec son intérieur dominant sur le terrain. Donovan Mitchell, il a du mal à donner la balle au grand. Il a du mal à donner la balle au grand. Donovan Mitchell, ses intérieurs, c'est des esclaves, ils sont là pour lui mettre des écrans, aller au rebond, et lui donner la balle, Et c'est ce que je te dis. Belle comparaison, Erwan. Ah bah oui. Non, mais c'est ce que je te dis. Et quand en plus t'as Garland, qui a un statut de All-Star, qui est un formidable créateur, qui est capable d'avoir des crises d'adresse et qui essaie de se trouver quand les deux sont sur le terrain, c'est difficile pour Evan Mobley d'avoir des ballons, et d'avoir la gonfle, et qu'on puisse voir son potentiel offensif. Tu fais quoi, Arthur, c'était alors? Tu fais quoi, Erwan, c'était? Avec Moi, je change GM, tu fais quoi? Je change de coach. Je pense que Donovan Mitchell ne va pas signer, tu pourras pas le garder. Donc, je pense qu'il va peut-être falloir repenser le projet autour d'Evan Mobley. Moi, je trouve que ce joueur est très intéressant. C'est un vrai poste 4-5, fort défenseur, mais aussi bel attaquant. Donc, c'est quand même, chaque fois qu'à la draft, il y a un gonze comme ça qui se présente, il est numéro 1. Alex Sarr, par exemple. Voilà. Qui va être drafté par Atlanta, on imagine au premier tour. Donc, je pense qu'autour de mecs comme ça, il faut capitaliser, voir ce qu'on fait aussi de Jarrett Allen. Ils ont quand même un peu de valeur marchande. Ils ont de la valeur marchande, mais là, t'as dit un peu Jarrett Allen. Moi, je pense que il va avoir un gros débat entre ça. En plus, je sais pas, j'ai vu ce matin sur Twitter qu'il y avait eu un débat sur la draft d'Evan Mobley, sur qu'est-ce qu'on fait, sachant qu'il y a Jarrett Allen. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai pas envie d'aller là-bas. Je vais me faire bouffer par ce mec qui est qui est un bête de joueur quand même, qui a un gros contrat. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc moi, je pense que les fusibles, effectivement, il y a le coach. On va voir ce que va faire Donovan Mitchell ou ce qu'on va lui proposer, mais ça va se jouer aussi et ça va être cristallisé autour de Jarrett Allen. Tu fais tout pour le prolonger quand même, Donovan Mitchell, rassure-moi. Ah oui, t'es obligé. C'est ta superstar en puissance. Le gars, il met des 70 points. Il tourne à 30 points en playoff. T'es obligé de le prendre. Tu pourrais aussi dire,
on change là comme ça de direction. Mon projet c'est Evan Mobley, mon projet c'est Darius Garland. Tu pourrais aussi dire mais ça serait un t'as sacré le coup droit de frein dire. au projet, un sacré coup de frein. Oh là là, tu perds pas un an là. Ouais, mais après un coach il peut te faire accélérer aussi rapidement les choses. En tout cas, du taf pour Kobe Altman cet été, le GM des Cavs. On enchaîne avec les Knicks et les Pacers, qu'on peut appeler un petit peu la guerre de tranchées entre ces deux équipes. Les Knicks se sont fait botter terrible au match 4, une roustasse en prime time à 21h, et puis réaction magnifique lors du match 5 avec à leur tour une rouste face aux Pacers. Un prêté pour un rendu. On a vu un Jalen Brunson exceptionnel de réaction face aux Pacers. 44 points, et encore une fois avec une défense de Naismith, tout ça qu'il a pris sur le rap. Ben là, monsieur, il a sorti les cojones, comme on dit. Wow, quel match, franchement, quel match de Brunson. C'est vrai qu'hier il y avait Jokic et Brunson dans la soirée, dans la nuit NBA. Il était exceptionnel. Il prend 35 tirs, mon gars, en play-off, dans des matchs de tranchées, dans les matchs hyper physiques. Ça, c'est des prouesses physiques, hein. Tu pourras en parler mieux que moi, Arthur, mais prendre 35 tes jeux et mettre 44 et faire gagner ton équipe, bravo, Brunson, c'est un leader fantastique. Ils mènent 3-2. Mais il y a personne qui a perdu à domicile. Je crois que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la série. Non, j'aime bien la comparaison que tu fais avec l'effort physique. Lorsqu'on est coéquipier sur le terrain, on peut se cacher physiquement. Lorsqu'on est en défense, on peut un peu se cacher physiquement. Mais l'effort maximal, c'est le tir. T'es obligé de le prendre, t'es obligé d'être dans tes cannes. Et effectivement, prendre un nombre de tirs important, c'est très fatigant. Et ça, il y a aucun doute par rapport à ça. On l'a tous vécu à notre échelle, évidemment. Et pour ne pas jouer au Knicks. non. Mais ce que je veux dire, c'est que il apporte un truc. Il apporte un truc avec cette ville de New York. On sait que le Garden est chaud, on sait que la ville attend ça, mais c'est tellement la superstar inattendue, parce que je veux c'est une superstar, que en fait il nous fait kiffer. Et tu vois, moi qui suis pas particulièrement fan des Knicks, mais en fait j'ai juste envie de les voir aller le plus loin possible et continuer à voir ce petit gars performer, le voir s'éclater avec 3 arrières qui étaient dans la même fac. En fait, tout est magnifique. Alors évidemment, je les vois absolument pas gagner le titre, mais tu vois, j'ai envie de les voir gagner contre Indiana pour ça. Après un petit match 7, ça serait bien. En tout cas, il est incroyable de leadership et il y a aucun débat. C'est lui qui va donner le là pour la réussite de cette équipe. Il y a aucun doute. Il est très attachant. Ils sont très attachants, oui, d'ailleurs. clairement. Ils sont très attachants. Du cœur, quoi. Et puis regardez, c'est donc les joueurs qui ont mis plusieurs fois 40 points dans une série de playoffs. Il y a Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, Allen Iverson, 5 matchs à 40 points et donc, plus dans un round de playoffs. Jalen Brunson, c'est énorme quand même. Il est bien entouré. Il est très bien entouré. Il est bien entouré depuis 1990. Est-ce que t'es surpris, toi, de voir Jalen Brunson comme ça? J'en sais rien, oui, je suis très surpris, pourquoi? Mais moi, j'arrive à être surpris encore. Et c'est ce que j'ai dit hier dans le clutch. Parce que, voilà, alors sachez qu'Erwan m'a fait un clin d'œil, j'ai pas du tout compris pourquoi. Ça où Un clin d'œil, je t'ai fait un clin d'œil pour ça, parce que moi, il arrive encore à me surprendre, Jalen Brunson. Moi, ce mec-là, je devrais peut-être pas, et peut-être que vous allez me dire qu'il faut pas, mais moi, il arrive encore à me bluffer, Brunson. Moi, la performance qui sort sur le match 5, je suis bluffé. On sait qu'il est capable de mettre 44 points. Je pensais pas qu'avec ce qu'il a morflé sur les deux matchs à Indiana, comme il est cramé, cuit de tout ce run de playoff, il arrive encore à sortir des performances all-time. Eh oui, il me surprend, Jalen Brunson. Bon, lui, très bon. Mais il y en a d'autres aussi qui sont très bons. C'est les intérieurs, ou en tout cas, si on peut appeler ça les intérieurs. Josh Hart, en tout cas, c'est les Knicks au rebond. Ils ont surdominé dans ce match 5 les Pacers. Et c'est un peu surprenant parce que en taille, c'est les Pacers qui sont plus grands largement. Et on regardait la domination 53-29. On sait que les rebonds, quand on est grand, c'est plus facile, mais quand on a du cœur aussi, ça aide. Et on le voit encore une fois avec ces Knicks-là qui, par l'envie, ont mangé les Pacers sur un secteur de jeu très important. Ouais, c'est l'un des facteurs qu'on regarde en premier lorsqu'il y a des équipes qui sont très proches. C'est impossible pour l'équipe des Pacers de se faire autant dominer au rebond au global et puis au rebond offensif. Hein. Il y a Isaiah Hartenstein qui a pris 12 rebonds offensifs. 12! Ça donne tellement de secondes chances, ça donne tellement de nouveaux ballons pour marquer, ça donne tellement de temps en plus à défendre pour ton équipe qu'en fait c'est évident et il faut, et quand t'es coach tu dois le répéter. Rick Carlisle a dû le dire 1000 fois, mais comment c'est possible de se faire grailler autant par Hartenstein? Il est tellement agressif, ils sont tellement agressifs que tu dois avoir une base solide pour faire des box-out et densifier ta raquette pour prendre des rebonds def. Ouais, on le sait, pour gagner un match, l'adresse, les balles perdues et évidemment le rebond qui est peut-être le facteur le plus important. Et ça, c'est le seul truc où tu peux un peu contrôler avec ton envie. Et en fait, dans cette équipe des Knicks, ils disent en attaque, tiens Brunson, c'est toi qui gères tout, le reste on sera là, on va défendre pour toi, on va prendre les rebonds pour toi, on va te ressortir les balles, et ils le font parfaitement bien. Et puis c'est des gars, ils savent, Hartenstein il va pas s'inventer des pull-ups à 3 points, il sait que s'il veut exister, s'il veut être reconnu, s'il veut un gros contrat, il va falloir qu'il aille au charbon. Il le fait parfaitement et bravo à lui. Il est le meilleur joueur sur tir drop aussi de NBA depuis Tony Parker. Il est exceptionnel. Tac, dès qu'il tu sais que ça va rentrer, tu sais. D'ailleurs c'est Nico qui nous disait ça, tu te souviens, il disait bon c'est un des meilleurs backups de toute la NBA.
il a un toucher comme ça, là. J'ai envie de te dire à la Jokic. Très tu vois, bon des passeur. grands comme ça. Et bon passeur. Excellent C'est un bon passeur. joueur de Ouais, basket. C'est un super joueur de basket. On rappelle qu'il est passé par Kaunas, hein, notre ami, Tout à fait. notre ami Arsène. Un petit mot sur les Pacers. J'ai pourrais jouer avec l'Allemagne. Ouais, il pourrait. Et un petit mot sur les Pacers qui, honnêtement, pouvaient taper un gros coup en allant gagner au Garden après leurs 2 victoires à domicile. J'ai trouvé qu'ils sont passés un petit peu à côté de leur match, qu'on est retombé dans les travers des Pacers de début de saison avec quasiment 0 défense. Ils se sont fait trouer, je trouve, sur des 1 contre 1 assez facilement. Et puis je trouve que ils sont plus grands avec Miles Turner et notamment Pascal Siakam. Pascal Siakam qui est défendu la quasi majeure du temps par Josh Hart. Il y a quand même, alors Josh Hart, il a du cœur, il le repousse, il y a quand même un avantage de taille certain pour Siakam. Je trouve qu'il n'utilise pas ce match-up favorable assez bien et assez souvent. Ouais, moi je trouve qu'ils sont un peu soft. Ils sont un peu soft dans ce duel-là, dans ce match-up-là, au global. Et en fait, après, ils sont irréguliers. Tu peux pas compter. Tu es obligé d'être dur. T'es en demi-finale de play-off à l'Est. Tu es obligé d'être dur si tu n'acceptes pas pendant 48 minutes de pouvoir être dur, d'aller à la maillotche, de taper, de prendre des risques, de faire des fautes offensives, de te retrouver très rapidement avec des fautes. Tu ne peux pas gagner, surtout pas face à cette équipe de New York. Et celui qui caractérise un petit peu tout ça, moi, je trouve que c'est Haliburton. En fait, Haliburton, en tant que leader de cette équipe, il devrait être beaucoup plus constant. Donc c'est un formidable joueur, il est très jeune, j'ai aucun doute qu'il va progresser, mais là aujourd'hui, s'ils veulent s'en sortir et s'ils veulent aller chercher un match 7, il va falloir qu'il soit Kaira. Et là, je le vois pas encore. Mais il est chez Kaira Indiana. quand il mène de 25 points. En fait, Ouais, il pourrait jouer à Biscarrosse en Coupe des Landes. Tu sais, tu commences avec plus 25 et comme ça tu parles, tu vois. Plus 40, non? Même. Plus 49 en finale de Coupe des Landes. Mais c'est vrai qu'il y a de la déception sur leur perf à l'extérieur. À un moment donné, c'est pas loin, Indianapolis et New York, à leur échelle des États-Unis. Concentrez-vous, les mecs, dans l'avion, mettez-vous mettez-vous 300, j'en sais rien, mettez-vous un film un petit peu pour aller à la bagarre, et sortez-nous un petit peu les coronets. Love Actually. Oui, si tu veux, Love Actually. Grave. Voilà, il est là le constat, là. Moi, je suis sûr qu'ils vont gagner à domicile, le match 6. Parce que la différence, le delta entre leur perf collective à l'extérieur et à domicile, c'est abusé. Donc, voilà, on connaît absolument toutes les qualités de cette équipe. T'as raison, ils sont à la fois soft et jeunes. C'est pas les qualités qui amènent en finale de compte, ça. Match 6 ce soir, les gars, petit prono, il faudra gagner 2 fois d'affilée pour Indiana. Il faudra surtout gagner, quoi qu'il arrive, au Garden pour passer en finale de conf. Votre prono sur la fin de cette série? En 7 Knicks, moi. Moi, en 6 Knicks. 6 Knicks, Ouais, qui je gagnent ce soir. je les vois gagner ce soir. Je pense pas qu'ils vont avoir les mains qui tremblent. Peut-être un peu plus Indiana sur un match à élimination. Une nouvelle fois, c'est une équipe qui fait kiffer. Sur ce plateau-là, j'avais dit que tout de suite, avec l'arrivée de Siakam, ça devenait une équipe qui était bien plus forte. Mais je pense que l'inexpérience, hormis Siakam, l'inexpérience de ce groupe-là, ça va être un petit peu dur chez eux. C'est McDermott, quand même, hein. C'est McDermott. Ouais. Dans l'équipe. En 6. C'est bien qu'ils jouent, en tout cas. Merci, c'est content de le voir sur le parquet. Ils ont bien fait de le prendre. Ouais, c'est En clair. 6 pour Couture, en 7 pour Thomas. Moi aussi, je vais aller en 7 Bah avec un match de folie au Bah, pour les Knicks, Madison toi, c'est pour les Square Knicks, toi. Garden. Les Ouais. Knicks vont gagner la série. Oui, Ah en oui. 7. Étonnant. En 7. Bah, oui. Mais je rigole, bien sûr. Faire un tour. Erwan, la fenêtre, hein, la finale de conf, hein. Ali, elle, hein. Elle est. Mais je t'attends au virage. J'ai pris des notes. Je serai là, Ne t'inquiète avec le pas. cuto rouge, hein, Et t'inquiète pas. puis, je suis là. on sait que s'ils vont en finale de conf, Oji Anunoby pourrait revenir. Il reviendra pas avant, mais s'il y a finale de conf, il pourrait revenir pendant les finales de conf. Et petite hot take, franchement, finale de conf contre Boston. Gros, il faut un match Kaira au TD Garden. Ils repartent à 1-1 à New York. Gros. Moi, je crois. Boston doit passer, hein. Mais il y a moyen que Boston, vu comment c'est des mouilleux ces derniers temps, Il y a moi il qui y a a peut-être des moyen jets que de ça sanglier. soit hein. chaud, mon gars. Comme Figo quand il est revenu au Barça. Ouais, ouais. Bon, tant que je vois, En 2000. tant que je vois Qatar. Spider-Man avec du Hennessy, moi, dans les rues de New York, ça Ah, me il régale. régale. Bravo, C'est les bravo. vidéos qu'on a envie de Ouais, voir. ça. exactement. Il régale. Attention, quand même, Spider-Man avec le NSI, quand t'es un peu... Il y a moyen de prendre un building plein de gueule. hein. On enchaîne avec une info qui m'a un peu surprise. J'ai pas voulu mentir. C'est Vince Carter qui va avoir son maillot retiré. Va avoir. Du côté des Nets, on rappelle qu'il a joué 4 saisons et demie de là-bas. Moi, je vous le dis honnêtement, j'ai rien contre Vince Carter. Je suis très surpris que Vince Carter puisse avoir son maillot retiré par les Nets. Il Incompréhensible. a pas fait de finale avec eux. Moi, C'est une dinguerie. Incompréhensible. c'est 4 saisons et demie parce que la première saison, on se souvient qu'il arrive de Toronto en milieu de saison. 3 fois All-Star. Donc, un All-NBA second team et 2 éliminations au second tour. Bon. Incompréhensible. Alors, franchement, on adore Vince Carter en plus. C'est un vrai gars. Il mérite d'avoir son numéro 15 retiré, mais clairement pas dans le New Jersey, à Brooklyn maintenant. Les Nets ont quand même cette culture de l'histoire, c'est une magnifique franchise, machin, nan. Mais alors, à retirer le maillot de Vince Carter, nous, on l'a vécu. On l'a vécu, Vince Carter aux Nets. Est-ce que c'est le meilleur Vince Carter qu'on ait vu? Non, il était fort, hein. Bah, On il a était vu les stats magnifique. et tout. Mais gros, c'est Mais incompréhensible. ouais, c'est un gars qui a été All-Star, un All-Star dans une franchise pendant 5 ans. Moi, le seul souvenir que j'ai de lui, c'est le Tomar qui met sur Mourning. sur Mourning, c'est tout. Au Nets. Donc évidemment, c'est un joueur qu'on kiffe et tout. Ça nous fait dire deux choses.
on comprend pas les Nets et on comprend encore moins les Raptors qui ont toujours pas retiré son maillot. Donc on sait qu'il y a eu des gros soucis et tout, il y a des embrouilles et tout. Mais bon, c'est l'histoire de milliardaires et de propriétaires. Mais je comprends pas les Nets. Ouais, c'est bizarre, non? On rappelle que Jason Kidd il fait quand même 2 finales NBA et qu'avec Carter il en fait pas. Donc déjà bref, c'est un peu curieux. Écoute, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais nous en tout cas sur le plateau on est à l'unanimité, assez surpris. Un autre qui pourrait, ça serait mérité avoir son maillot retiré à Monaco, c'est Mike James qui a été élu MVP de l'Euroleague Tuture. Regarde, 39 matchs joués, des belles stats, et malheureusement pas de Final Four cette année pour lui. Il a jamais gagné l'Euroleague encore. Bah ouais, c'est MVP de la saison saison régulière. Donc bravo à lui. On peut dire ce qu'on veut quand t'es MVP de l'Euroleague, c'est une méga marque sur un CV et même pour un Américain, je pense qu'il s'en aperçoit de plus en plus. Donc bravo à lui. Après évidemment, on est tous déçus qu'il soit pas qualifié pour le Final Four, c'était vraiment l'objectif. Après il est fait pour ces moments, quoi. C'est un bête de joueur. Bravo à lui. Franchement, ça fait kiffer. Moi, je suis content pour lui. Ouais, il fait une énorme saison. Franchement, dans la régularité, on a beaucoup parlé de son caractère, de son état d'esprit qui a parfois été dérangeant dans des groupes, dans sa carrière. Tu sens qu'il est arrivé à maturité, etc., etc. Bon, bah. C'est horrible de recevoir un trophée d'MVP quand t'es pas qualifié au Final Four. Tu vois, c'est aussi Dirk Nowitzki, complètement Dirk Nowitzki. En tenue. Ouais, en tenue. Complètement. Donc, bravo à lui. Magnifique saison, archi méritée, disons-le. Ils font une saison régulière magnifique, les Monégasques. Mais voilà, goût amer parce que le match 5, on va s'en souvenir longtemps. On l'a regardé au Sénégal, on n'était pas content. Non, on n'était pas content. Le tir d'Eli, va chercher une faute, Eli. Il est en fin de contrat, Mike James. Il y a de grandes chances qu'il puisse re-signer avec Monaco, qui lui propose 3 ans avec un bon 190 millions de dollars. Avec un bon petit pactole, avec un bon petit pactole à l'échelle d'Euroleague. D'ailleurs, vous avez vu que Kevin Durant a mis une story pour féliciter Mike James. On sait que les deux sont très copains. KD a dit qu'il aimerait bien un jour peut-être jouer avec son pote à Monaco. Ce serait lourd, hein. Lourd, mais ce serait exceptionnel. Putain, KD qui vient jouer à LNB, on se régale, hein. Oh la vache. Tout à l'heure, je sais pas si tu as dit, mais John Kidd, il a son maillot retiré, hein. Oui. Okay. Je l'ai pas dit, mais j'ai pas dit qu'il l'avait pas, en tout cas. Ouais. Ça marche. Allez, on a fait le tour des news, on va dans le débat et on va se plonger dans cette série entre OKC et Dallas. Tu m'étonnes. Victoire, Thomas, très soif. Et oui, tu m'étonnes, il fait chaud sur le plateau. Victoire importantissime hier soir des Mavs sur le parquet d'OKC. Ils sont allés reprendre l'avantage du terrain de Dallas. On rappelle que c'est le Thunder qui a fini premier de la conférence Ouest cette saison. J'ai envie de dire, Dallas reprend le contrôle. Franchement, j'ai même envie de dire, c'est Luka Doncic qui reprend le contrôle. Match XXL hier avec un énorme triple-double. Franchement, il m'a rassuré. J'avais des doutes sur sa condition physique, des doutes sur la capacité à reproduire ce qu'il faisait en saison, même s'il l'a déjà fait les autres années. Mais je sais pas, cette année, il m'a mis un petit doute. Il était là, il shootait à 40%, il galérait, il faisait que parler, bon comme d'hab. Mais je sais pas, j'ai douté. Là, le match de cette nuit, physiquement, ce qu'il a pu envoyer, mais c'était un truc de fou. On sait qu'il fait des triples-doubles, donc j'ai pas été surpris quand à la fin du match, tu vois qu'il est en triple-double. T'es pas surpris, mais par contre, là, c'est, j'ai envie de dire, un vrai triple-double. Il a été dominant et il a écrasé, il a plané sur le match, donc déjà bravo à lui. Et puis, en fait, je me rends compte que même s'il a un petit peu mal au pied, ça s'est pas vu hier soir et c'est vraiment de bon augure pour la suite. Je vois les Mavs en 6. Cette victoire, on passe à autre chose. Bon débat. Cette victoire, elle est à l'image du run de playoff pour l'instant des Mavs. Ils sont capables de perdre à domicile dans des non-matchs incompréhensibles, souvent en prime time, ou des fins de match catastrophiques, le lancer franc à la fin de Luka, où on se demande toujours comment les Mavs ont perdu le match 4. Mais par contre, dans les réactions d'orgueil sur les matchs à l'extérieur, on se souvient des Clippers, en allant gagner à Los Angeles. Avec déjà un grand Luka Doncic aussi. Avec un grand Luka, absolument. On parle souvent du match 5 bascule lorsqu'il y a 2-2. C'est exactement comme ça qu'ils ont abordé le match hier soir. Ils sont venus concentrés. Tout le monde a fait un bon match. On parle de Kyrie un petit peu après. Mais quand tu as un match bascule, tout le monde se retourne vers qui? Vers ton leader. Et là, Luka, il a montré que, c'est l'un des tout meilleurs joueurs de NBA, un MVP en puissance un jour. Il a fait une saison de MVP aujourd'hui. Mais si ça se répercute pas en playoff, on a toujours cette petite déception. On en a beaucoup parlé avec Joel Embiid ces dernières semaines. Donc là, Luka, il a juste montré que c'était le meilleur joueur de la série. Encore fallait-il le faire. Parce que t'as raison, moi aussi, à un moment donné, je me suis dit, il y a encore un mec blessé. Encore un mec qui est pas à 100%. Encore un mec qui passe à côté. Trop frustrant. Voilà, c'est insupportable. Moi, j'aime quand les gars, ils taffent. Après, meilleur joueur de la... Vas-y, prends-la. Je vais dire, j'ai juste essayé de me concentrer sur le basket. Parfois, j'oublie que c'est ce que j'aime. Je me suis concentré mentalement sur le fait de simplement jouer. Improbable déclaration. Je trouve ça archi intéressant et ça s'est senti dans son attitude. Parce que mine de rien, Luka, on sait que son petit point faible, c'est de chialer, c'est de pleurer tout le temps aux arbitres. Et là, mine de rien, il était dans les cordes. Lou Dort le mettait dans les cordes. Et hier, en fait, il s'est dit, attends, c'est un match 5.
5. On a perdu le match 4 à domicile. J'ai besoin d'être concentré. C'est ce qu'il dit. Et ça s'est vu. Lou Dort, hier, j'ai l'impression que c'est Lou Dort qui a souffert physiquement. Ce qui est quand même un exploit quand on connaît la commode Louis XV que c'est Lou Dort. Il a été d'une justesse. Il a pas dit un mot aux arbitres. Il a un peu parlé avec le public, mais ça, on aime. Ça fait partie du jeu. Voilà, ça fait partie du jeu. Il a pas moufté aux arbitres. Et comme par hasard, quand tu te concentres sur ton art, c'est là où t'es le meilleur. Et quand je dis qu'il a contrôlé le game, il a contrôlé ses émotions, il a contrôlé l'adversaire, il a contrôlé tout le monde. Et les arbitres aussi. Et comme par hasard, par la passe, le alley-oop qui met là 3 quarts terrain pour aller chercher Lively, on a retrouvé du grand Luka Doncic. Et comme par hasard, c'est un match où il s'est d'abord concentré sur lui plutôt que se disperser. Mais quand tu vois cette déclaration, moi, ça me rappelle juste un truc, c'est que lorsque nous, on est observateurs, quand je vois ça, je suis surpris. Je fais, ah ouais, donc en fait, le gars, on est 2e tour des playoffs, ça fait 1 mois qu'on y est, là. Il est pas concentré, en fait, le gars. Donc, il y a le premier tour, je me dis, waouh, c'est abusé et tout. Et puis, ça nous rappelle surtout, que ce sont des hommes comme nous, tu vois, des hommes ou des femmes de haut niveau, et que même eux, dans leur run de playoff, où c'est le moment le plus important, ils se coupent des réseaux sociaux, etc., ils ont aussi des hauts et des bas de concentration. Voilà, c'est ce que ça me fait dire. Pour un mec comme ça, en plus, qui est vachement honnête dans ses déclarations, c'est le ressenti que j'ai, c'est même à ce niveau-là, ils sont capables parfois de vraiment passer à côté, parce que dans leur vie, il se passe ci, ça, et que c'est difficile de rester concentré pendant 2 mois tous les jours. Luka, nous, on l'a surtout vu en FIBA, on l'a vu disjoncter, complètement péter les plombs avec les arbitres, hein. À chaque fois. C'est pas genre, à part en 2017 voilà. où ils sont champions, à chaque fois qu'on l'a vu depuis qu'il est leader avec la Slovénie, il est pas concentré. Il pense à tout, à faire ça, au truc, aux arbitres, au machin, à ses coéquipiers, à la frustration, à tout, sauf à gagner son match. Et là, hier soir, on l'a vu en tout cas très concentré. Il a emmené tout le monde avec lui. Et emmener tout le monde avec lui, ça donne ça parce que les soldats ont été très bons hier. On fera un petit peu un focus sur Kyrie Irving tout à l'heure. Mais hier soir, PJ Washington a été encore une fois très bon. Daniel Gafford, ultra précieux. Et puis moi, il y a cet homme-là, Derrick Jones Jr., que je trouve fantastique. On va aller d'abord sur Derrick Jones Jr. Moi, c'est un joueur qu'on connaît depuis très longtemps, avec Miami, avec Chicago, super athlète, bon gars. Mais bon, voilà. Shooter minable à la base. Voilà, tu vois. Bon, on aime bien, mais sans plus. Ce que je trouve fantastique avec ces mecs-là, c'est qu'on les redécouvre dans des projets ambitieux avec des rôles importants. Comme quoi, quelque part, être au bon endroit au bon moment avec un bon coach, enfin un coach qui te comprend, ça peut changer une carrière. On dit qu'en NBA, si t'es pas une superstar, faut que tu sois un role player et il faut que tu trouves ton rôle. Il faut que tu puisses trouver ton rôle. C'est ce qu'on dit des fois avec les joueurs français qui galèrent à trouver un petit peu des minutes. Lui, il a trouvé ça parfaitement. Et merci Luka. Un peu comme certains joueurs qui se sont épanouis avec James Harden à Houston à l'époque. Je pense à Trevor Ariza, j'imagine. Ouais, Trevor Ariza, mais même comment il s'appelle notre ami suisse Capella, ouais. Capella qui s'éclate aussi dans le même profil avec Trae Young, c'est un autre débat. Derrick Jones, c'est ça, il est là, il se cache dans le corner, il défend très fort, il va au contre, il va au rebond, il plonge quand il doit couper pour aller récupérer des alley-oop, il est à droit à 0 degré, mais c'est magnifique pour lui, toutes ses qualités. Il se met des pelées défensives. Il se met des pelées défensives, ce que je te disais, toutes ses qualités avec ce système Mavs, elles sont exploitées au maximum. On avait vu ça aussi un petit peu avec le shooter de Michigan, fils d'eux, qui est dans la même équipe. Tim Hardaway Jr. qui a fait ça depuis qu'ils sont ensemble. Mais là, c'est parfait pour lui. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir parce que on sait que c'est pas facile d'être journeyman et quand tu arrives à trouver ton rôle et à fitter comme ça, c'est top. Est-ce qu'il a pas remplacé un petit peu ce que faisait Dorian Finney-Smith, mais avec une qualité, avec une qualité un peu moins adroit, mais par contre avec un athlétisme plus. Mais tu vois, souvent quand on pense aux défenseurs, on pense aux grands costauds. Donc Dorian est un grand costaud, vraiment le défenseur qu'on imagine sur les postes 3-4. Lui, il est hyper filiforme, mais avec une envergure de malade. Et puis tu sens qu'il est mature en défense. On parle souvent d'attaque et c'est normal, on sent la progression en attaque, mais défensivement, moi, il me bluffe parce qu'il est toujours dans les bons espaces, qu'il tient les duels et que on sent que c'est sa mission du soir de défendre sur le meilleur joueur adverse. Et c'est en ça qu'il a trouvé sa place. Bien sûr qu'il met des tirs, bien sûr que ses coupes sont importantes et qu'il a 11 points par match. Et franchement, c'est un truc de ouf d'être 11 points par match, mais c'est pour sa défense qui est dans le 5 majeur par rapport à Josh Green. Au début, on se posait la question de qui allait être dans le 5 majeur. Josh Green hier soir. Oui, il est catastrophique. Ça peut lui arriver. Ah ouais, là, hier, il est dramatique. Ballon, touche, airball et tout. Donc, ça peut arriver. Difficile. Ça peut arriver. En tout cas, il était en ballottage avec lui et c'est lui qui s'est installé dans le 5 majeur. Donc ouais, franchement, beaucoup de crédit à Jason Kidd qui a été prolongé alors que tout le monde lui disait qu'il fallait qu'il se fasse stage. Moi, je suis toujours un souci avec les prolongations de contrat en plein milieu des playoffs. Tu m'étonnes. T'imagines, tu te fais sweeper, t'es catastrophique en finale de compte, tu fais comment? Bref. On appelle ça le Laurent Blanc. Voilà. C'est prolongé en février, coupé à l'été. PJ Washington, Daniel Gafford, c'est les deux qui sont arrivés en cours d'année et on le disait déjà après quelques matchs, mais là,
là on le dit encore plus en playoff, ils ont changé, ils ont donné une autre dimension à cette équipe. Ouais, clairement. Franchement, moi, je trouvais que c'était un peu juste. Quand je les ai vus arriver, je dis, ah ouais, c'est ça, les rotations à l'intérieur, ce qui va pouvoir apporter un petit peu de diversité à cette équipe-là et tout. Je m'attendais à des noms plus ronflants. Franchement, les gars, ils se sont mis au diapason direct. Hyper facile pour eux de jouer. Daniel Gafford, il y a des pourcentages de 8 là, comme on avait vu, il était proche du record là. Gros, mais 19 points pour PJ Washington. À 47% à 3 points. Non, c'est un truc de ouf. Et premier défenseur sur les meneurs en face. Ouais, Aussi, c'est un truc ouais. de ouf. Parce Ça, qu'on dit beaucoup que Luka et Kyrie, défensivement, font une série magnifique. Ouais, et c'est vrai. Ouais. Mais Ils le font tous, en mais ils fait. le font parce que Ouais. PJ Washington ouais. se met Ouais. en premier défenseur sur Shai, et du coup, les autres, ils défendent sur des joueurs un peu moins forts, un peu moins talentueux, donc ils peuvent s'y coller. Mais ce que fait PJ Washington des deux côtés du terrain, c'est archi précieux. Tu te souviens, il y a 3-4 semaines, on disait avec Stephen, parfois c'est difficile lorsque t'es dans des projets où tu t'es jamais en playoffs, que t'es jamais ambitieux, etc., de faire la bascule mentale dans des projets qui le sont justement ambitieux. PJ Washington, il y a eu des hauts, des bas, on pourrait discuter de plein de choses. Là, il fait une série, mon pote. Il est fantastique. Il a accepté ce rôle de « Ah, vous allez me laisser tout seul dans le corner, je vais vous punir. » Dès que j'ai un petit peu d'espace, je vais courir. Je vais mettre des dunks parce qu'on sait que dans le basket, dans notre sport, il y a deux actions qui permettent de donner de l'émotion et tout. Ce sont les dunks et les 3 points, les enchaînements de 3 points. Il fait les deux. Et lui, il fait les deux. Et donc, il est vachement important au point que on peut dire là que c'est le deuxième meilleur joueur de son équipe. Voire, sur les quelques matchs, c'était même le meilleur joueur de son équipe. Hein. C'est intéressant, la transition elle est parfaite. On dit que statistiquement en plus ça se tient que c'est le deuxième meilleur joueur des Mavs sur cette série, parce que Kyrie fait une série un petit peu spéciale. Il est pas mauvais, Non. il est précieux, mais c'est Kyrie Irving. C'est Chris Paul qui est Ouais, en fait. et on attend forcément un petit peu mieux de lui. Alors défensivement, il se met des belles pelées, mais hier encore une fois, 12 points, 5 sur 11 au tir, 4 passes. On a vu donc qu'il est pas mal dans la passe avec 11 passes, 7 passes, 9 passes, mais j'ai l'impression pour l'instant que Kyrie ne joue pas du Kyrie. Hier, tu disais dans Clutch, Erwan, que t'avais envie que ça passe par lui dans les fins de match. Ouais, j'avais en tout parce Dans que le scoring, je parle. alors dans le scoring parce que pour moi le Lou Dort a été le défi physique que Lou Dort a imposé à Luka me paraissait insoluble, et ça se dit, messieurs, je sais que Insolvable, ça a rien à voir avec insolvable, la c'est quand banque. tu peux pas payer, hein, donc À BNF. ça paraissait trop compliqué à gérer pour Luka, ce défi physique, et donc ça devait passer par Kyrie. Bon, je me suis trompé, c'est Luka finalement qui a pris le dessus sur Lou Dort, mais je m'interroge sur le basket que Kyrie propose en ce moment. Bah, on sait qu'il est hyper cérébral. Moi, ce qui m'étonne, c'est pas sa sélection de shoot, etc. C'est le fait qu'il prenne pas beaucoup de shoot, en Ouais. fait. Il doit être à, je sais pas, à 13, On dit 14. pas qu'il est nul, hein, vraiment, c'est non, c'est non. un basket Il est dans qu'on a le collectif. c'est un basket qu'on l'a rarement vu jouer. Ouais, clairement. il est dans le collectif, mais en fait, ouais, on a l'impression que c'est une 3e, 4e option. Alors moi, j'ai pas de doute sur le fait qu'il va savoir se réveiller au bon moment. Franchement, pour le coup, là, j'ai vraiment aucun doute. Je le vois pas passer à travers d'une série qui serait éliminative pour eux. Mais voilà, je pense qu'il faut pour moi, c'est pas une alerte de fou. C'est pas une alerte de fou. Franchement, t'as vu, je suis pas choqué. Parce qu'il gagne. Parce qu'il gagne. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais je pense que hier, on aurait été choqués par contre. on aurait été choqué, Voilà. mais tu vois, là, je pense que il va fermer la série prochain match et qui va cartonner. En plus, j'ai vu qu'il était à 13 sur 13 sur les matchs à élimination. pour Oui, finir. c'est un des tout meilleurs lorsqu'il faut clore une série, notre ami. Enfin, No tout meilleur. shit. 100% le mec, hein. Ouais. Pas mal. Et à Pas mal 13. comme stat. Mais je vous rejoins un peu en fait, c'est l'impression visuelle. Tu dis que il a souvent la balle. Le match 4, ou dans la création, franchement, je l'ai jamais vu être aussi bon dans la création. Le nombre de passes qu'il a amené à un dunk, Ouais. sur des alley-oops, sur des passes à terre. Gafford s'est régalé. Sur les pick and roll. Sur les pick and roll, il est très très fort là-dessus. C'est, en fait, peut-être, je sais pas si on découvre, mais on est en train de voir un Kyrie un peu plus vieux, quoi, un peu plus différent de ce qu'on a vu dans sa carrière. Donc, faut peut-être un petit peu de temps pour apprécier ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, encore une fois, j'apprécie. Après, j'attends de voir quand même s'ils passent en finale de conf face à une opposition face aux Nuggets. Je pense qu'ils auront quand même besoin de retrouver le Kyrie qui est capable de mettre 25 points en 3 minutes. Hein. Mais on en est pas là. Les Mavs ont fait le bon coup hier soir. Forcément, le Thunder, eux, ont raté le coche après leur belle victoire. Surtout dans le 4 avec un money time bien géré, donc avoir récupéré l'avantage du terrain, ils repèrent derrière domicile. Hier soir, à part, je mets Shai à part, Ouais. on n'a pas retrouvé le Thunder qu'on a connu sur la saison régulière et même sur le début des playoffs. Il a manqué quelque chose hier. On a eu un choix d'ailleurs très curieux. Ouais, c'est ce que j'avais c'est compris, Josh ça, Giddey ouais. qui a été mis sur le banc pour mettre Isaiah Joe. Pour trouver un peu d'adresse et un peu plus de Ouais, spacing. très curieux comme choix. J'ai pas l'impression que c'est amené un vrai plus. Et surtout, OKC qui repère l'avantage du terrain au pire des moments. Ouais, effectivement, ça, ce choix, c'est
a un risque. Franchement, déjà pour le supporting cast, hormis Shai, heureusement qu'il y a les 3-4 dernières minutes pour qu'ils rattrapent leurs stats, les Chet, les Williams, etc. Ouais. Parce que leur match, il a été dramatique. Shai est un leader exceptionnel. Tout à l'heure, tu disais que Luka était le meilleur joueur de la série, peut-être intrinsèquement, mais en tout cas sur la série, je trouve que c'est vraiment Shai qui survole. Hier, il a été incroyable, il a porté tout le monde sur ses épaules. Sauf que là, tu vois clairement qu'il y a un effectif qui a un manque de maturité. On le sait, ils sont hyper jeunes et tout. On va pas leur en vouloir. Ils ont encore des années pour pouvoir construire. Mais là, Chet qui commence très bien son match avec un 3 points. Les autres, ils peuvent pas passer à travers comme ça. Tu peux pas avoir 4 joueurs du 5 majeur qui sont aussi dramatiques sur 3 quarts temps et demi. C'est pas possible. C'est aussi ça l'apprentissage. Hier, on a souvent loué leur jeunesse. Hier, ils ont fait jeune, mais pas dans le bon sens du terme. C'est ça. Et quelque part, c'est aussi ça l'apprentissage des playoffs. Là, on se rapproche de la fin d'une série avec potentiellement une place pour aller en finale de conf. Donc, dans leur projet, c'est très tôt encore. Et hier, on a senti effectivement que pour eux, la marche paraissait un petit peu trop haute pour le moment. Ouais, il y a un peu de ça, parce que quand t'es à domicile comme ça, tu sens que la pression est sur tes épaules. On regardait hier sur Winamax les cotes, ils étaient largement favoris. Dallas était à 2,40 et juste à 1,56, un truc comme ça. Donc ils étaient vachement favoris. T'as gagné, t'as l'ascendant psychologique parce que t'as gagné à Dallas sur le match 4. Il y a tout pour que tu reprennes l'avantage dans la série et puis tu fais un non-match. Mais c'est à l'image de ces playoffs, hein. Dans la conférence Ouest, on a vraiment ça. On a des équipes qui passent à côté de matchs à domicile et c'est hyper surprenant. Moi, j'avais envie de voir un money time, j'avais envie de voir un gros match, le truc bascule, blablabla, on en fait des tonnes. Les mecs arrivent et ratent leur entame et arrivent jamais à revenir dans le game. Donc, il y a un peu de déception aussi dans leur performance. Bien sûr, on va pas leur tirer dessus, t'as raison. Il y a de la jeunesse et c'est comme ça que t'apprends. Et on l'a dit, hein, les beaux projets, les beaux groupes se font dans les victoires à l'extérieur. Ils l'ont eu leur victoire à l'extérieur. Si tu perds 4-2 contre Dallas en demi-finale de conf, personne va te défoncer. T'as raison, elle était belle leur victoire à l'extérieur au match 4. Il faudra aller en chercher une au match 6 parce qu'on parle comme si c'était fini. C'est pas fini. Il y a un match 6 qui sera dimanche soir à 2h à Dallas. C'est loin comme ça? Ouais, et on va voir les cotes. Donc Dallas est évidemment favori à 1,47, 2,25. Tutur, toi, tu l'as dit très vite. T'as pas compris qu'on finissait souvent en disant nos pronos. T'as préféré le dire sur ta première phrase. Toi, tu vois pas les OKC être capables d'aller chercher un match 6 et arracher un match 7. Ah non, compliqué. Dallas, ils vont être chez eux. Ils vont pas laisser passer cette opportunité. T'es là, t'es chez toi, tu peux finir. Tu t'évites un déplacement dans l'Oklahoma, même si c'est à côté. Je pense qu'ils ont suffisamment de caractère et d'expérience pour finaliser, quoi. Alors, je regarde Erwan, c'est samedi soir, à 2h. Ah, pardon. Ah oui, ouais, dimanche. Donc, d'accord, ouais, dimanche de 2h, samedi à dimanche, pour être précis. Ouais, je vous rejoins tous, hein, sur, j'imagine que Dallas va clôturer. À l'image de la série contre les Clippers, ça ressemble un petit peu à ça, avec des victoires à l'extérieur, avec des gros coups d'une équipe ou de l'autre, mais qui arrivent pas à enchaîner. Donc, Dallas a gagné en 6 contre les Clippers. Je les vois répéter cet effort, et ce sera le moment pour dire que Dallas avait clairement un meilleur supporting cast que c'est vrai, parce qu'on a eu ce débat. Non, je fais pour la blague, bien sûr, mais qu'OKC, parce que c'est aussi ça la maturité d'un groupe. C'est d'arriver à aller chercher des mecs autour des stars qui vont faire ce match bascule qui va te faire gagner une série, tout simplement. Donc voilà, la logique serait respectée d'après moi si les Mavs gagnaient cette série. Moi, j'ai mis K2, j'ai mis Dallas en finale de conf. Ouais, moi aussi. Hein. On avait mis tous Nuggets sur la Mavs. Je suis assez d'accord. Gars, moi j'ai regardé mon bracket. Mais catastrophique. Mais catastrophique. T'as mis les Bucks, moi aussi j'ai mis les Bucks. Gros, j'ai mis les Bucks. J'ai mis Indiana, moi tu sais que je suis à part Orlando. J'avais mis les Lakers qui tapaient Denver. Non, gros, catastrophique. Fada ou quoi? T'as fait ton bracket une essai ou quoi? Non, j'étais sérieux, gars. Quand je en parlais à mes potes, j'avais des arguments de ouf et tout. Profitez d'Arthur, c'est sa dernière émission. Ici, on bosse avec des gens sérieux, hein. Je rappelle que Arthur est l'homosexuel, donc ça aide. Non, mais franchement, même pas que. Non, quelle terrible expression. Ah, terrible, la meilleure de toutes. On a vu les cotes avec Winamax. Vous savez que Winamax est notre partenaire. Et si vous voulez jouer avec nous, ça se passe comme ça. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Allez, on va finir ce débat avec vos commentaires. Comme chaque semaine, on vous a posé une question sur les réseaux et vous nous avez répondu. On va prendre 2 commentaires. Les Mavs et le Thunder. Donc, bon, très bien. Dallas a-t-il fait le plus dur? Hormis le game 1, OKC est plus faible. Ils ont que SGA qui est au niveau. Il reste
Et le reste, c'est faible à cause du manque d'expérience. Et oui, mon ami, le Game 4, c'est Dallas qui se saborde tout seul. 52% dans ses frappes. Clairement. Les mecs sont calés. Hein. Et Lucas a enfin mis le réveil. Bon, on est d'accord, hein, c'est avec tout ce qu'on a dit. Ouais, absolument. Oh là, celui-là, tu vas le prendre. Ouais, c'est Léon qui nous dit ça sur Instagram. Il nous dit, Lucas fait une série pas bonne, sauf le Game 5, et Kyrie produit très peu. SGA fait une série énorme, et on mène 3-2. On imagine qu'il est pour les Mavs. En fait, il suffit que Lucas soit à 50% au shoot, et que Kyrie mette 20 points pour que le Thunder n'ait aucune réponse. On a une marge plus grande que OKC. Pour eux, c'est espérer que nos stars soient en échec. Pas mal, il a raison. Mais ils ont tout fait pour. En C'est plus, l'histoire de la OKC. série. Non, mais c'est ce que OKC a essayé de faire avec Lucas, de le mettre en échec. Ils ont presque réussi à le faire, mais on sait que c'est aussi ça la beauté des playoffs, c'est que c'est long. Une série au meilleur des 7, c'est que ce que tu fais pendant 2 matchs, c'est bien, mais il faut le refaire encore 2 matchs avec 2 vies. C'est très long, une série. T'as raison. Et on voit Lou Dort, quand en fait, le début de série qu'il fait comme hier, il est fatigué de défendre sur Lucas. Il est emprunté. Voilà, il est emprunté, et ça marche avec les défenses sur Jokic, ça marche avec d'autres. C'est long, une série de playoffs, c'est long, un run de playoffs pour aller jusqu'au bout. Et ça s'apprend. Et ils sont en train d'apprendre. On sent l'homme d'expérience, là, Erwan. Exactement. C'est vrai, 5 runs de c'est playoffs vrai que des playoffs, j'en ai joué toute ma vie. Hein. de National 3. Ouais, de C'est au meilleur des 7. Ouais, au meilleur des 7. Tu m'étonnes. Voilà. Dites-nous dans les commentaires si vous voyez OKC arracher un match 7 ou si vous voyez Dallas aller rouler, cruiser vers une deuxième finale de conf en 3 ans. Hein. Ouais, tout Ça à se fait. fait. Bravo à eux. Bravo. Si ça se fait. On va aller sur la palette parce qu'on va parler évidemment de Nikola Jokic qui fait bien des misères aux Timberwolves. Alors oui, on va parler de Nikola Jokic, mais la question autour de cette palette, Thomas, c'est comment arrêter Anthony Edwards, qui fait des playoffs fantastiques? Et on s'était posé la question il y a quelques semaines, mais comment on peut l'arrêter, le bougre? Il est trop fort. Et Dallas, n'importe quoi, Denver a trouvé un début de solution. On va voir ça en palette. Absolument, c'était la question du First Day Show il y a 2 semaines, qui est d'ailleurs presque à 100 000 vues. Donc merci à tous du soutien. J'ai l'impression que les playoffs, ça passionne tout le monde. Donc parfait. Allons-y du coup avec la défense dans le match 4. 5. Match 5, excuse-moi. Oui, match 5 entre les Nuggets et donc les Timberwolves. Et on va voir les choix tactiques très forts de Mike Malone et donc de la défense des Nuggets. On déroule comme toujours la première action. Bravo au 4, hein. N'hésite pas à me lancer après sur lui. On va suivre du coup Anthony Edwards, comme toujours le go-to guy des Wolves, qui va aller poser un premier écran sur Jamal Murray pour provoquer les switches, bien sûr. Donc notre ami Christian Brown va changer et on va suivre du coup enchaîné avec Rudy Gobert qui tente de prendre la position, et ça, Erwan, ce sera intéressant qu'on en parle. Il défend sur Justin Holiday. Justin Holiday défend sur lui. Et là, vous regardez tout de suite, Jamal Murray et Christian Brown ne se préoccupent absolument pas du reste du jeu. Ils vont faire une prise à 2 franche. Et quand il y a prise à 2, en général, les bons joueurs de basket lâchent la balle. C'est aux autres de faire décision. Regardez Aaron Gordon qui doit défendre sur 2 joueurs en anticipant les pré-rotations, avec un Alexander Walker qui va recevoir la balle, et on va suivre le déplacement ensuite de Justin Holiday. Allez, on déroule ça, tac, et regardez, ça enchaîne tout de suite. Justin Holiday va pouvoir défendre et tenir son duel sur Karl Anthony Towns. Premier choix payant, Erwan, des prises à 2 très très hautes pour que, en fait, Anthony Edwards ne puisse pas jouer 5 contre 1. Mais c'est ce qu'on dit souvent quand les joueurs très forts comme ça, parce qu'on rappelle qu'Anthony Edwards sortait d'un match à 43 points, il était intenable. Bon, moi je pense que j'ai toujours cette sensation de me dire quand les forts joueurs, ils ont la balle en main, c'est presque trop tard. Bon là, il est haut sur le terrain, donc c'est une trappe ultra, c'est pas une trappe, c'est une trappe franche. C'est-à-dire que si tu la passes pas la balle, c'est forcément un mauvais choix. Et donc derrière, après on préfère se faire punir par les autres. Et puis derrière, en plus, on voit bien que c'est une trappe avec des rotations de l'aide. Et ça, moi, ça me régale. Ça se voit que c'est une trappe travaillée, hein, puisque tu vois dans le regard de chacun, Jamal Murray, il se pose pas la question de il descend directement dans la raquette pour prendre Ils son savent joueur. tous où ils doivent aller. Exactement. Deuxième palette, on y va tout de suite avec donc la défense Anthony Edwards. Cette fois-ci, les porteurs de balles, initiateurs de l'attaque, comme on dit, avec un bon range des familles, ça, Erwan. Hein. On déroule cette première attaque. Et comme de par hasard, c'est encore Karl Anthony Towns qui va se retrouver avec le ballon. Allez, on y va tout de suite, tac, 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 le 1 contre 1, la défense. Et encore une fois, il va devoir lâcher la balle. C'est des bonnes défenses, c'est des longues attaques aussi. Ils sont obligés de faire des choix importants. On y retourne du coup au début. Ouais, petit kiff quand même. Ouais, t'as raison, c'est le gros dunk après. Hier avec Léo, quand on a monté ça, on s'est dit, alors, on va se faire un petit kiff. C'est le jeu. Allez, on y retourne du coup. Anthony Edwards, initiateur de balle. Le orange, pour ceux qui savent pas, c'est quand les 2 grands ou 2 joueurs tout simplement viennent faire ces 2 écrans très très hauts sur le elbow, sur le coude du terrain. On va voir donc Karl Anthony Towns qui va faire son écran sur Christian Brown qui défend son Anthony Edwards. Il y a un petit switch rapide entre Aaron Gordon et Christian Brown. Puis ensuite, il y a peut-être un contre 1 à jouer, mais il continue à dérouler son système. C'est Rudy Gobert qui va enchaîner après un écran sur Karl Anthony Towns avec un pick and roll. On voit la défense d'Aaron Gordon. On voit la défense aussi de Nikola Jokic qui est en drop coverage, donc assez bas. Aaron Gordon va faire le choix de suivre
Anthony Edwards et pas de passer en dessous. En même temps, ce serait bien bête. Vous avez vu Christian Brown comme il est venu serrer, ça donnait pas d'axe pour pénétrer. On se retrouve dans un contre 1 avec le meilleur défenseur de l'équipe, Aaron Gordon sur Anthony Edwards qui est plus costaud et qui va du coup essayer de le tenir. Christian Brown à l'opposé donne beaucoup d'aide. Il y a un contre 1 à jouer. C'est là qu'on attend les superstars. Mais regardez la défense, ça va être intéressant. Déjà, il le tient dans son duel et Christian Brown vient faire, après un dribble ou deux, cette aide franche qui va laisser Karl Anthony Towns tout seul. L'opposé est encore bien couvert par Jamal Murray et on parlait de travail défensif. Regardez l'enchaînement de la défense. Il y va direct. Towns pourrait tirer, mais il est bien défendu. Ça donne quand même un tir ouvert à Montemoris. Mais le but de cette défense, c'est que, étant Anthony Edwards, ne puisse pas tirer, ne puisse pas jouer sur un contre encore une fois. Moi, je suis bluffé par ça et c'est tout ce qu'on aime en playoff, c'est ces ajustements-là. Et j'ai l'impression, même Arthur, que ça les a surpris, les Wolves, dans ce match-là. Anthony Edwards, c'est son plus petit match de la série, au nombre de points marqués, mais même au nombre de tirs pris. Il a pas pu tirer, Anthony Edwards. Ouais, et on sait que c'est un gars qui se cache pas. Donc, à partir du moment où un gars qui se cache pas prend peu de tirs, c'est qu'il a bien été défendu. Et c'est une équipe qui est bien éduquée. Tu vois que même lorsque la prise à deux, la balle est sortie de la prise à deux, bah les autres ils ont vite sur les rotations. Et bah ça c'est le travail du coaching. Hein. Des fois on a tendance à dire qu'en NBA c'est un petit peu light autour de tout ça. Bah là nickel. Donc pour le coup, ils ont plus de temps pour bosser, c'est ce qu'on dit aussi. Et puis le tu fait connais de mieux jouer les gars. voilà, tu joues 2 ou 3 semaines contre la même équipe, contre les mêmes joueurs. Quand tu fais de la vidéo, tu vois exactement les schémas, etc. Je dis pas qu'en saison régulière ils les ont pas en tête, mais pour le coup là t'as vraiment le temps de bosser. Donc Anthony Edwards va devoir se dépêtrer de cette défense. Parce que comme dans le débat il y a 2 semaines, on disait comment ils vont faire pour défendre. On avait parlé des hommes, donc Aaron Gordon et KCP, ce qui était évident, mais c'est toujours une affaire collective. Le basket, c'est une affaire de collectif. Donc comment tu fais pour densifier ta raquette s'il pénètre, arriver à être très très haut sur ton joueur à un contre un, et il faut toujours tenir ses duels. Et là, Aaron Gordon, même s'il a ses petites glissades, il tire bien les duels, notre ami. Ici file, comme on dit. On va ouvrir un petit peu maintenant le débat sur la série en général. On rappelle, Minnesota menait 2-0 après 2 victoires à Denver. Et là, depuis, Denver a repris l'avantage en allant gagner 2 fois Minnesota, en gagnant à domicile. Ils ont repris l'avantage. Ils mènent 3-2 avec un Nikola Jokic all-time, Arthur, ne t'en déplaise. Non, on a eu un petit débat sur la place de Nikola Jokic aujourd'hui. C'est évidemment beaucoup trop tôt. On se le fera cet été. On se le fera cet été. On se le fera cet été. On le fera cet été. On vous promet qu'on le fera cet été. Faut que j'aille à l'équipe, Arthur, après. Ouais, ok. Non, mais on voit un Nikola Jokic exceptionnel. Il a tout cassé, lui. Un Nikola Jokic exceptionnel. Non, mais c'est incroyable ce qu'il fait. Il a un niveau, je vais pas dire qu'on n'a jamais vu, mais en tout cas sur ce profil-là et sur ses aptitudes, c'est quelque chose qu'on a clairement jamais vu. Et puis il est hyper constant. Donc voilà. Enfin, bravo à lui. Là, si ça continue comme ça, en fait, c'est lui le maître de tout. Tu sens que même si Edwards il met 40 points ou 35 points à chaque fois, bah ça sera pas suffisant à partir du moment où Nicolas domine sur la série. Et je pense aucune équipe en NBA. Donc en fait, tout est entre ses mains. C'est tout. Hein. Ouais, c'est un joueur fabuleux. On a beaucoup parlé de masterclass, de shader. Honnêtement, allez voir le match. Si vous n'avez pas vu, je sais que tout le monde regarde maintenant les matchs avec le League Pass, mais allez voir ce match. Franchement, la domination qu'il a eue sur la raquette des Wolves, c'était abusé. C'est la meilleure raquette de NBA en face. Ils ont des grands, ils ont des défenseurs, ils ont beaucoup de joueurs, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont un bon schéma défensif et tout. Il les a détruits. Franchement, Rudy, il défend bien sur lui. Il défend bien, il saute pas, il est dans un contre 1 et tout, mais juste le gars, enfin, il est trop fort. On a tous déjà joué dans un contre 1 où il y a un gars, il est trop fort, en fait. Tu sais, c'est relou, tu te donnes, Moi, il est trop fort. Et bah là, Jokic, il est trop fort. Oui, tu as raison, il les a détruits, mais il les a rendus fous. Combien de fois Rudy prend des paniers sur le museau, il a beaucoup de gestes d'humeur, des gestes d'humeur, pas d'humeur, mais de dépit, en disant, mais comment tu fais? Nasrid, pareil, on s'énerve, les rotations, en fait, les mecs s'énervent parce que il leur fait mal à la tête. Non seulement t'as raison, il est détruit dans le basket, mais il rentre dans leur tête, il les rend fous. Bah, surtout avec son style, où t'as l'impression que c'est normal, quoi. Enfin, il est là. Et puis lui, voilà. Et puis lui, il ne dégage aucune émotion toujours. C'est quand même assez incroyable. Et très froid. Aaron Gordon le dit, il emmène tellement tout le monde avec lui. C'est tellement rassurant pour tout le monde. C'est quand même un drôle de mec. Je disais dans l'édito, pour moi, il fait déjà partie des discussions des meilleurs pivots de l'histoire. Alors évidemment que pour l'instant, par rapport à des mecs qui ont déjà fini leur carrière, on sait pas où il en est. Mais il a que 29 ans. Il a déjà deux MVP. Il y a un back-to-back. 3 MVP. Il y a déjà un back-to-back qui peut faire cette année. T'imagines, t'as 3 MVP, un back-to-back à même pas 30 ans. C'est quoi la suite? T'es en discussion parmi les meilleurs à ton poste, sans aucun doute. Et puis, il y a le fait qu'on est en train de voir l'histoire s'écrire. Donc, profitons-en. Oui. On l'a beaucoup dit pour LeBron. Franchement, on l'a beaucoup dit. Profitons de ce qui est en train de se passer. Quand il était au Cavs, franchement, on va se souvenir toute notre vie de la rivalité avec les Warriors. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de vivre là avec Jokic. C'est un joueur hors norme. Voilà, c'est le Larry Bird des temps modernes. Malheureusement, on n'a pas vécu Larry Bird. Mais ça devait être très sympa avec Magic à l'époque. Tu sais ce qu'il lui manque? Il lui manque un Nemesis.
il lui manque un mec en face. Il lui manque son Ronaldo Messi. Il lui manque un mec en face. Ça devrait être Joel Embiid. Si un jour il y va. Mais il lui manque ce truc-là pour être encore plus dans le gratin ou peut-être pour continuer à le motiver longtemps. Il a que 29 ans. Peut-être ça sera Victor sur 2-3 ans. Et pourquoi pas? Et ça serait cool, hein. Ah bah ouais, ce serait cool. Très bien. Messieurs, la fin de série, on voit ça comment? Le match 6, ça sera donc à Minnesota. Minnesota qui vient de perdre 3 fois l'affilée contre Denver avec aucune solution sur notamment Nikola Jokic. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on voit les choses? Ah, c'est difficile. Moi, je te dis que, enfin, j'ai dit que Jokic était le maître de la série, mais je vois quand même bien Minnesota avec l'orgueil pas finir sur 4 défaites d'affilée. Donc, Ok. un petit match 7. Ah, la victoire des Wolves Ouais, pour toi. ouais. Ok, très bien. Non, je pense quand même que le fait qu'il y ait Karl Anthony Towns sur le terrain fait qu'ils vont perdre. Vous savez, moi, Karl Anthony Towns, je l'ai mis dans mon équipe des mecs que je peux plus supporter. Donc, T'es sévère. D'Angelo Russell, Tobias Harris, il y a qui d'autre encore Karl Anthony Towns. Non, attends, mais il y en a... Attends, oui, Karl Anthony Towns, bien sûr, maintenant. Ah, il m'en manque Balerdi. un, là. Balerdi, non, Jordan Poole, du coup, que j'ai adoré, mais tu sais, l'amour est vache. Colomoni. Oh, Randall, oh putain, Randall de ouf. Non, mais il a été bon sur les trucs, il met 20 points sur le dernier, mais gros, c'est la différence entre Jokic et Towns, c'est très dur, hein, ce que je veux dire, mais Ça marche pour beaucoup, hein. oui, c'est pour ça que c'est très très dur ce que je veux dire. Il y a un mec, à chaque fois qu'il marque, ça met un coup dans la tête, il y en a un autre, à chaque fois qu'il marque, tout le monde s'en bat les couilles. Tu sais, il a aucun impact, il met 20 points, tout le monde s'en bat les couilles. Donc, écoute, je dis Denver en 6, ils ont gagné les 6 premiers matchs, les Wolves, ils vont perdre les 4 suivants, et ce sera quand même une super marche dans leur beau projet. Ah, tu mets Très moi beau aussi, projet. je te rejoins sur Denver en 6. Et donc, il retrouverait Nikola Jokic, Luka Doncic. C'est ce qu'on a envie de voir, non? Jokic, ouais, ça aurait de la gueule, Dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous voyez Minnesota arracher un match 7 et même, pourquoi pas arracher une qualif pour aller en finale de conf, ou si vous voyez plutôt je vais y arriver, Denver, aller en finale de conf. Michael Lee va jouer ou pas? C'est la question, on Bah, l'a pas c'est du tout très dit là. important. Là aussi, dans le Ouais. choix du match 5, de pas mettre Montemoris, qui est un vrai meneur. On sait que cette équipe, elle a franchi un step avec un meneur de métier. Mettre Alexander Walker dans le 5 et jouer sans meneur, ça aussi, c'est un choix un peu chelou de la part de notre ami Chris Finch. Tout à fait. Voilà. Écoute, on va voir s'il s'adapte au match 6. On est prêt pour le quiz, Tutur. On espère qu'il y aura des facs. Ah, j'espère. Mais peut-être que des fois, il est un peu décevant, Tom, en ce moment. Donc, peut-être qu'il nous fera pas de fac. On va voir ça tout de Oh suite, non. c'est le quiz. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz, et qui dit Arthur dit quelle fac, quel Allez. suspense, mais Oh. quel suspense. Je suis pas surprenant du tout. Hein. Si, bah alors, mais en tout cas, tu fais le taf avec les facs. Allez, vas-y. Et j'espère qu'Arthur va me surprendre et pas comme la dernière fois, tu avais été très mauvais. Deux fois, T'en ça, non souviens? Non, la dernière fois, j'ai été Ah nul ouais. et la fois Non. d'avant, j'ai gagné. Ah là, oui, celle d'affois, t'avais Et défoncé. je connais la ta voix. vraie valeur. Voilà. Il m'a jamais défoncé, donc arrêtez. 10 de quand même, hein. Vous êtes prêts? Allez, il y a Au moins, le deux, il y a hein. une dizaine de noms, les gars, et ça part directement. Petite info, c'est que des joueurs qui sont encore en playoff. Et on commence avec Jalen Williams, Santa Clara. Santa Clara. Santa Ben oui, on est mauvais. Big up à Alan. Christian Brown, Kansas. Kansas. Allez, Erwan. 2-0. Oh, vache. Justin Holiday, UCLA. Non. Washington. Washington, C'est son frère, UCLA. Amateur. Isaac Okoro, Oh, je l'ai. Auburn. Le States. Auburn, Wow. Bravo. Sam Hauser, il y en a 2. Sam Hauser. Bercy 2. Iowa Bercy Iowa 2. State. Marquette ou Virginia. Ok. Peyton Pritchard, Oregon. Oregon, Ah ouais, Oregon. Bravo. Bien sûr, Oregon. 3-2. Alexander Walker, Oh, je l'ai pas. West Virginia. Non, Virginia Tech. Virginia, Je l'ai pas, putain. Bravo, les gars. 4-2. Nasrid, Oh, je l'ai pas. Non, je Ça, l'ai. Non, Nasrid. LSU. LSU, allez. Je l'ai vu, ça. Tu fais un bon break, il y a 5-2. Ouais. Bénédicte Mathurin, Indiana. Non, je suis Non, en Maryland. Non. Arizona. Arizona. Oh, moi, Arizona. Bravo, Putain, Erwan. important celui-là. Important. Pascal Siakam, New Mexico. Le Mexico. Il a toujours celui-là, putain. Mais en plus, c'est même pas aux États-Unis. Mexico State. State. C'est pour moi. Donc c'est pour Thomas. Ah ouais, baiser, tu C'est vois. Je m'en fous, important. c'est pas toi qui l'as. On en est là, quoi. Il en reste 5, il y a 5-3-1. Miles Turner, Texas. Texas. Allez, Erwan. 5-4. Ah. Odi Anunoby, Oh, je l'ai. Non. Georgia. non. Non, Michigan State. C'est un état. Washington. Enfin, c'est pas un état. Non, c'est vas-y. Indiana. Faut Ah, ah bon. Ok, Ok. Allez, encore 3. Alec Burks, Colorado. Colorado, Putain, mais important toi, celui-là, futur. Importantissime. Putain. Il en reste 2. Chris Duarte, Ah, Je l'ai. Oregon. Oregon, Oh, bien vache. sûr. Et le Deux mecs dernier, d'Oregon, bravo. Mitchell Robinson, Western. Ouais, Western Kentucky, voilà. University. Bravo, Arthur, bravo. Bravo, Tutur. Pas simple, Bien sur les rattrapé. récents. Pas simple, hein. Non, Wow, pas simple. vache. Pas simple. Bravo, les mecs, vous êtes excellents. Bon, allez, c'est là où je vous attends. C'est le qui suis-je. On y va directement. On n'a pas le temps. Je suis né le 12 mai 1980. J'ai donc eu 44 Reggie ans Miller. cette semaine. Mais je n'ai pas pu vraiment le fêter, mon anniversaire, puisque je suis en train de jouer les playoffs. Ah, tu Pas m'as en fait tant ça. que joueur. Tu me Pas fais en peur. tant que joueur, je vous rassure, mais en tant qu'entraîneur adjoint.
Ah. Dans ma carrière, je n'ai jamais gagné de titre NBA malgré des passages dans des franchises mythiques. Mais, commençons par le commencement. Je fais ma fac, et je vais vous le dire, parce que c'est important, à Kentucky. De 99 à 2003, cursus complet, en étant titulaire. T'as qui a dit? Attends. Je mesure 1m96. Je suis donc un poste 2, parfois Jody Mix 3. Non, parfois 3. Shooter. Le tir à 3 points va être mon arme principale en NBA. Pour entrer en NBA, je me présente à la draft 2003, la fameuse, beaucoup de stars. Pour ça que je ne serai appelé qu'au 43e nom. Ce sont les Bucks qui me trade, mais je suis échangé dans la soirée. Draft, Calmez-vous. Qui me draft, pardon. Mais je suis échangé dans la soirée. Je ferai mes débuts NBA avec le Magic de T-Mac. Bien que drafté au second tour, Doc Rivers va beaucoup m'utiliser lors de ma saison rookie. Wow, c'est qui ça? 24,5 minutes en moyenne, je starterai même 36 matchs aux côtés de Ty Lue. Mais je ne resterai qu'une seule saison en Floride. À l'été suivant, je suis tradé chez les Bobcats et je continue mon évolution dans la ligue. La moitié des matchs en tant que titulaire, je grimpe presque... Gérald Anderson? Non, je grimpe presque à 10 points de moyenne, mais je ne m'installe pas encore. Après une saison et demie et aussi 33 matchs avec les Rockets, nous sommes en 2006 et je fais mon retour au Magic. Cette fois-ci pour 2 saisons et demie. Je renfile mon numéro 10. C'est désormais le Magic de Dwight Howard. Armstrong. Non, Ouais, tellement numéro 10 de Magic. Ouais, mais c'est vieux derrière. c'est plus vieux. Ouais. Mon retour, Cherbiak, mais pas du tout. Oh, non. mon retour, N'importe quoi, excusez-moi. Je sais que je joue un peu. Mauvaise journée. mon retour au Magic est gâché par une fracture au pouce. Mais Wow. la saison 2007-2008 est bien meilleure. 27 minutes en moyenne pour 9 points. Je suis dans le bon run des playoffs en sortie de banc. 30 minutes en moyenne sur les 10 matchs. La saison suivante sera coupée en 2. Première partie de saison avec le Magic, puis un nouveau trade. Cette fois-ci, je vais à Milwaukee, en échange d'un ancien coéquipier, Tyronn Lue. Pas sûr que vous m'ayez en mémoire là-bas, donc on passe cet épisode. Petit récap. Donc je suis un arrière-shooter numéro 10, passé par Orlando, Charlotte, Houston, Orlando et Milwaukee. Et en 2009-2010, je débarque à San Antonio. C'est qui ça? Je jouerai 50 matchs dans le 5 de Greg Popovich. Je forme le backcourt avec Tony Parker. Mais en playoff, je sors de la rotation et je ne joue même pas 7 minutes par match. Je suis en fin de contrat et je décide de signer à Chicago. Ah, je Oh sais là qui là, c'est. je l'ai, putain, mais comment il s'appelle? Ah, c'est un mec Oh là rasé, là, un mais chauve. oui. Il ressemble à Arthur un peu. C'était un de mes indices, hein, il ressemble à Arthur, en Ouais, effet. voilà. Putain, comme il Steve Bogans. Kay Bogans, Keith bien Bogans. joué. Oh là là, mais Keith quoi, Bogans, jamais il sort, lui? qui sera titulaire à Chicago. Bah oui, Bogans. bien sûr, bravo Tom. Bravo, bravo super. Thomas. Bravo. Keith Bogans. Belle énergie. Ah, Et bon, on le voit c'est là-bas, 2000 que je il vois. ressemble bien à Arthur. Il est moins beau gosse quand même. Plus tatoué. Ouais, et meilleur basketteur Bien quand même. Il fallait le préciser. Keith Bogans. Ouais, pas mal. Bon, merci les amis. Merci à moi. Tom, merci à Paul, Plaisir. merci à Imen, merci à Théo, à Léo pour la palette, merci à Jérémy, merci à tout le monde, merci à vous de nous suivre, merci à mon tuteur. Voilà, on se laisse. Moi, je file à l'équipe parce que j'ai rendez-vous avec Evan Fournier pour que Vincent Collet et Jean-Aimé Toupane donnent leur liste pour les Bleus. On va se régaler. On en parle, nous, les Bleus, lundi dans la Libre Antenne. Soyez avec nous. On vous embrasse. Bisous l'équipe. Et dimanche, le holding. Ding, ding, ding.